C'est une blonde au charme irrésistible. Elle donnait envie de lui faire l'amour ou de prendre soin d'elle, ou les deux. Lui est un escroc qui a réussi à la séduire. C'était un arnaqueur à la petite semaine. Hugh Hefner et son magazine Playboy ont rendu célèbre cette jeune femme originaire d'une petite ville. Elle n'était pas qu'une playmate. Elle était aussi faite pour le cinéma et la télévision. Mais sa prometteuse carrière est soudain compromise par le scandale du triangle amoureux qu'elle forme avec son mari et un réalisateur hollywoodien de premier plan. Elle a commencé à sortir avec Peter alors qu'elle était encore mariée à Paul. Cette histoire se termine par 2 morts suspectes. Il y avait du sang partout. Un fusil de chasse de calibre 12 utilisé à bout portant provoque un véritable carnage. Les enquêteurs vont devoir travailler d'arrache-pied pour distinguer la vérité des affabulations. Il n'y avait aucune preuve matérielle, en tout cas pas d'empreinte digitale. Qui a tué Dorothy Stratton, la playmate de Playboy? Par un bel après-midi d'été, Patty Lurman fait du roller à Venice Beach, à Los Angeles. Elle essaie de joindre son ami et colocataire Paul Snyder. Paul devait me rejoindre plus tard. On devait s'appeler. Il voulait faire du roller. Mais il ne répondait pas. Après des heures d'appels sans réponse, Patty discute avec un ami qui tente aussi de joindre Paul, en vain. Inquiet, il lui conseille de rentrer immédiatement. Il y a un problème. Il faut que tu rentres. J'ai essayé d'appeler Paul, mais il ne répond pas. Va voir ce qui se passe. Je suis entrée dans la maison, j'ai traversé le couloir et j'ai frappé à leur porte. Mais personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau. Ensuite, j'ai ouvert la porte. J'ai vu Paul étendu par terre. Et puis j'ai vu Dorothy allongée sur le lit. J'ai eu peur. C'était horrible. Richard Dianda est un enquêteur spécialiste des homicides depuis 12 ans pour la police de Los Angeles. Il est l'un des premiers enquêteurs à arriver chez Patty et Paul, au 10881 Clarkson Road, à West Los Angeles. Quand je suis arrivé, la scène de crime était sécurisée. Il y avait des voitures de police et des agents en uniforme. L'entrée de la maison était protégée par un cordon de sécurité. Les victimes se trouvaient dans leur chambre, à l'arrière de la maison. Il y avait un homme et une femme. Ils étaient nus et décédés. Pas de portefeuille, rien? On n'a rien trouvé. Le capitaine Glenn Ackerman se voit confier l'affaire aux côtés de Richard Dianda. Il travaille au service des homicides de la police de Los Angeles depuis 7 ans. On ne sait pas qui est l'homme. Les 2 hommes commencent par l'examen des victimes. C'était évident qu'il était décédé. Sa blessure à la tête était énorme. Il avait perdu tout le haut du crâne. Dorothy était étendue au bord du lit. Elle a vu le coup de feu arriver. Ses doigts ont été projetés à l'autre bout de la pièce. Elle a dû tendre la main comme pour dire non. Ensuite, les policiers remarquent la présence d'un fauteuil matelassé étonnant. C'est un accessoire sexuel. C'est fait pour attacher quelqu'un pendant l'acte sexuel. Un élément sur le fauteuil attire l'attention de Richard Dianda. Sur le fauteuil, il y avait du sparadrap. Quelqu'un y avait été attaché. Un examen approfondi m'a permis de trouver des cheveux blonds sur le sparadrap. Les policiers présents sur place apprennent aux 2 enquêteurs que les victimes sont un couple de célébrités. On m'a dit qui ils étaient.
Il s'agissait de Dorothy Stratton, la playmate de l'année, et de son mari, Paul Snider. Il faut appeler Hugh Hefner. Sa playmate de l'année a été assassinée. Même pour Hollywood, Dorothy Stratton n'a pas attendu longtemps pour devenir célèbre. C'est l'autre victime, Paul Snider, qui en a fait une star. Paul Snider a rencontré Dorothy quand elle travaillait dans un fast-food à Vancouver. En 1977, Dorothy a 17 ans. Son nom de famille est alors Hugh Stratton. Quand elle rencontre Paul, il sait que c'est elle qui va l'emmener sur le chemin de la gloire. Il lui a fait la cour et l'a séduite en lui disant « J'ai de l'ambition pour toi, tu pourrais devenir riche et célèbre. On va faire des photos de toi. » Puis il les a envoyées à Playboy. Elles ont été acceptées et Hugh Hefner a fait venir Dorothy et Paul de Vancouver. L'ancienne playmate, Roseanne Catton Walden, fait la connaissance de la jolie jeune fille le jour même de son arrivée aux États-Unis. Elle avait l'air vraiment très jeune et terrifiée. Elle se retrouvait à Los Angeles, dans les bureaux du magazine Playboy. Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, perçoit le talent de cette jolie blonde au visage juvénile. Dorothy Hugh Stratton est alors rebaptisée Dorothy Stratton. Dorothy avait tout pour elle. Elle était parfaite, elle était jolie. C'était ce qu'il fallait à Hugh Hefner et à Playboy, parce qu'elle apportait un visage sympathique parmi les mannequins. Dans ce magazine, quand on regarde une photo, même d'une magnifique femme, on ne perçoit aucune personnalité. On voit une jolie fille dénudée. Dorothy avait un truc en plus. Elle est devenue Playmate du mois en août 1979 et Playmate de l'année en 1980. Hugh Hefner voulait que ses playmates soient capables de faire du cinéma. Elle n'était pas qu'une Playmate. Elle était aussi faite pour le cinéma et la télévision. Ils avaient tiré le gros lot. Dorothy a tout pour devenir une star à Hollywood. Son compagnon Paul s'autoproclame son manager. Il a des ambitions personnelles. Il va créer le personnage de Dorothy Stratton, qui va devenir célèbre. Et il veut arriver au sommet avec elle. Il voulait jouer dans la cour des grands. C'était un dominateur. Mais être le petit ami et le manager de Dorothy ne lui suffit pas. Il la demande en mariage et les deux tourtereaux se marient à Las Vegas. Quand elle m'a dit qu'elle avait épousé Paul, j'étais très surprise. Elle m'a répondu « Il a tellement fait pour moi ». À 20 et 29 ans, Dorothy et Paul ont trouvé la mort. En l'absence de témoins du crime, Richard Dianda tente de comprendre ce qui s'est passé. J'ai pris quelques instants pour réfléchir à ce qu'on avait. Je me suis demandé s'il y avait des preuves et où elles étaient pour comprendre ce qui s'était passé. On avait deux corps qui avaient tous les deux reçu des balles. L'une des hypothèses des enquêteurs est qu'il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Il y avait quelques bijoux, je ne me souviens plus combien. Elle avait $1000 en liquide dans son sac à main. On a retrouvé des objets qui auraient été volés si le mobile était le cambriolage. L'hypothèse du cambriolage a vite été écartée. Richard Dianda examine les victimes à la recherche d'indices. Les deux victimes étaient blessées à la tête. Les blessures provenaient d'un fusil de chasse de calibre 12, ce qui a été confirmé par les balles retrouvées au sol. Au départ, on ne trouvait pas l'arme, ce qui était embêtant. Richard Dianda sait par expérience que trouver l'arme du crime est essentiel pour identifier le tueur. Vous n'avez rien trouvé? Pas encore. L'homme était couché sur le ventre, sur le tapis. En m'approchant de lui, j'ai aperçu le fusil. Il était allongé dessus.
Glenn Ackerman se demande alors si Paul aurait tué Dorothy puis aurait retourné l'arme contre lui. Il y avait toutes les caractéristiques d'un homicide-suicide. Sans vouloir tirer de conclusion hâtive, c'était notre première impression. Il cherche d'autres preuves d'un homicide-suicide. Un élément lui semble étrange. Si Paul s'est donné la mort, comment l'arme a-t-elle atterri sous son corps? En général, une personne qui se tire dessus avec un fusil de chasse est projetée dans la direction opposée. Là, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque l'homme était sur l'arme. Richard Dianda recherche des empreintes digitales qui confirmeraient que Paul Snyder s'est servi de l'arme. Le sol et ses mains étaient recouverts de sang. Il n'y avait aucune preuve matérielle, en tout cas pas d'empreintes digitales. Elles avaient été effacées par le sang. Pour confirmer le suicide, il manque une autre preuve essentielle. Ça avait l'air d'être un homicide-suicide, mais on n'a pas retrouvé de lettre de suicide. Les enquêteurs n'ont aucune preuve que c'est Paul Snyder qui a appuyé sur la gâchette. As-tu déjà parlé avec cette femme, Patty? Patty Lorman déclare à Richard Dianda qu'elle ne croit pas Paul capable de tuer. Paul ne ferait pas de mal à une mouche. Il aimait Dorothy. Le matin, avant que je parte faire du roller, Paul était de très bonne humeur. Pour moi, il ne pouvait pas avoir tué Dorothy. Il l'aimait vraiment. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Tout portait à croire qu'une autre personne était impliquée. Patty Lorman donne aussi à Richard Dianda son premier indice en déclarant que Dorothy avait une liaison avec une célébrité d'Hollywood. Elle couchait avec Peter Bogdanovich. En 1980, Peter Bogdanovich est l'un des réalisateurs les plus en vue d'Hollywood. Elle a commencé à sortir avec Peter alors qu'elle était encore mariée à Paul. Ça ne pouvait que mal finir. Avec 2 cadavres et une scène de crime dépourvue de preuves, Glenn Ackerman et Richard Dianda vont suivre la piste de Patty Lorman dans cette affaire sur l'un des triangles amoureux les plus dramatiques d'Hollywood. La police de Los Angeles est à la recherche du coupable d'un violent double homicide. Celui de Dorothy Stratton, une playmate de 20 ans, et de son mari Paul Snyder, retrouvés tués d'une balle dans la tête dans leur maison de West Los Angeles. La scène de crime est effroyable. Il y avait du sang partout. L'arme utilisée était un fusil de chasse de calibre 12, ce qui fait beaucoup de dégâts. La première hypothèse des enquêteurs est qu'il s'agit d'un homicide-suicide. Mais Paul n'a pas laissé de lettres, et ses empreintes digitales n'ont pas été retrouvées sur l'arme du crime. De plus, Patty Lorman, la colocataire du couple, affirme que Paul n'est pas un tueur. Je n'arrivais pas à imaginer Paul tirer sur Dorothy puis se suicider. Pour moi, c'était plus crédible que quelqu'un soit entré dans la maison et les ait tués. Patty explique également aux policiers que Dorothy sortait avec une star hollywoodienne. Elle couchait avec Peter Bogdanovich. J'ai appris qu'un certain Peter Bogdanovich avait une liaison avec Dorothy. On avait donc affaire à un triangle amoureux. Un triangle amoureux est toujours un élément important dans une enquête pour meurtre, parce que la jalousie peut pousser à tuer. Peter Bogdanovich pourrait avoir tué Dorothy et Paul. Les enquêteurs s'intéressent alors à cette relation extra-conjugale. Roseanne Catton Walden, une ancienne playmate, était présente au manoir Playboy le jour de la rencontre de Peter et Dorothy. Dorothy et moi, on discutait, et Peter était à côté d'elle. J'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas de la regarder. Tous les gens qui rencontraient Dorothy Stratton tombaient sous le charme. Un peu comme avec Marilyn Monroe. Elle donnait envie de lui faire l'amour ou de prendre soin d'elle, ou les deux. Peter Bogdanovich était souvent au manoir Playboy. Il était à l'aise avec les femmes. Mais Dorothy n'a pas eu la même réaction que la plupart des femmes.
Quand il l'a vu au manoir, il lui a dit « Je pourrais te faire tourner dans un de mes films. Voici mon numéro. Appelle-moi. » Et elle lui a répondu « Bien sûr, je vous appellerai. » Mais elle ne l'a pas fait. Il n'en revenait pas, je crois. Sans le savoir, Dorothy a séduit l'un des réalisateurs les plus célèbres d'Hollywood. À l'instar de Dorothy Stratton, Peter Bogdanovich a connu une ascension fulgurante. 4 ans après son arrivée à Hollywood, le discret critique de cinéma est devenu un célèbre réalisateur. Peter Bogdanovich avait déjà réalisé quelques gros succès comme La Dernière Séance et La Barbe à Papa. La Dernière Séance de Cybill Shepherd est nommée 8 fois aux Oscars et propulse son réalisateur au rang de star. Peter Bogdanovich, l'homme, est un romantique invétéré qui tombe facilement amoureux de ses jeunes actrices. C'est ce qui lui arrive avec Cybill Shepherd, qui a alors 21 ans. Il a quitté sa femme pour elle. Il a divorcé pour être avec Cybill Shepherd. Lorsque la jeune femme le quitte, le réalisateur de 40 ans trouve une nouvelle muse. À force de persévérance, Peter Bogdanovich finit par convaincre Dorothy Stratton de travailler avec lui. Dorothy a alors 20 ans. Il l'engage pour son nouveau film et tout le monde riait. Le tournage va durer 5 semaines à New York. Paul Snider, le mari de Dorothy, n'est pas le bienvenu et se voit obligé de rester à Los Angeles. Sur un tournage, un lien intime se crée entre tous les membres de l'équipe. Les enquêteurs apprennent que très vite, Dorothy s'installe dans la suite du réalisateur. Je tournais aussi pendant que Dorothy et Peter étaient à New York. J'ai appris qu'ils avaient une liaison. Mais pour Peter Bogdanovich, c'est plus qu'une relation le temps d'un tournage. Il est amoureux de la jolie blonde. Je crois qu'il ne s'attendait pas du tout à s'attacher aussi vite à elle. Malgré la distance, Paul veut rester en contact avec Dorothy par téléphone, mais elle ne répond jamais. Oui, allô, c'est Paul Snider. Il l'appelait, mais il n'arrivait jamais à lui parler. On lui répondait qu'elle ne prenait aucun appel ou qu'il ne fallait pas appeler sur cette ligne. Peter Bogdanovich avait une sorte de volonté de contrôle. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pour parler à Dorothy, il fallait passer par lui. C'est lui qui gérait les appels de Dorothy. On ne savait pas où elle se trouvait ni ce qu'elle faisait. Je pense que Dorothy était devenue une obsession pour lui. À la fin du tournage, le réalisateur est clair. Il ne veut pas partager Dorothy. Il lui a dit que si elle voulait que leur relation continue, elle devait quitter Paul. Mais le triangle amoureux se poursuit. Richard Dianda et Glenn Ackerman se demandent si la jalousie n'aurait pas poussé Peter Bogdanovich à tuer Paul et Dorothy en les découvrant ensemble. Non, s'il te plaît, arrête, fais pas ça! Au cours de leur enquête, les policiers ont dû aller voir Peter Bogdanovich pour savoir où il était. C'est comme ça que ça se passe. Quand dans un triangle amoureux, 2 des personnes meurent, la 3e est évidemment un suspect potentiel. L'enquête doit s'intéresser à elle. Monsieur Bogdanovich? Oui. Quand je l'ai rencontré chez lui, il était dévasté par la mort de Dorothy. Où étiez-vous au moment du meurtre de Mademoiselle Stratton? Ce jour-là, il était chez lui, dans sa résidence de Bel Air, à Los Angeles. J'étais ici, chez moi. Il n'était pas seul chez lui. Il était avec ceux qui gèrent ses propriétés. Peter avait un alibi en béton. C'était évident qu'il n'était pas chez Paul et Dorothy. Après l'élimination du suspect numéro 1, les enquêteurs ressentent la pression des médias qui veulent des réponses sur les circonstances de la mort de la jolie Playmate.
Le Times, à Londres, m'a contacté. Un journaliste russe est même venu jusqu'ici pour m'interviewer sur ce meurtre. Quand les médias s'en mêlent, c'est un problème, surtout dans les histoires impliquant des gens connus. Ils réclament tout le temps de nouvelles informations, ils donnent sans arrêt leur avis, ils ont leurs propres informations. Tout ça nous déconcentre de l'enquête. Richard Dianda poursuit ses recherches. Si ce n'est pas Peter qui a tué Paul et Dorothy, qui est le coupable? Il s'intéresse de près à Paul Snider, le mari de Dorothy, et il est surpris par ce qu'il découvre. J'ai enquêté en profondeur sur sa vie. Il fréquentait des personnes du milieu de la drogue et de la prostitution. Il travaillait avec des gens dangereux. Il flirtait avec le danger. La nouvelle piste de Richard Dianda est une affaire louche qui aurait mal tourné. L'enquête se dirige vers les malfrats de Los Angeles. Tous les regards sont tournés vers deux enquêteurs de la police de Los Angeles, Richard Dianda et Glenn Ackerman. Ils travaillent sur un dossier délicat. Dorothy Stratton, la playmate de l'année, a été retrouvée morte dans sa maison de West Los Angeles. Elle était nue, allongée près de son mari Paul Snider. Tous les deux ont été tués par balle. Les amis playmates de Dorothy accusent le coup. Ça nous a toutes bouleversées. Elle était vraiment adorable. Elle était gentille avec tout le monde. Les enquêteurs ont écarté de la liste des suspects l'amant de Dorothy, le réalisateur Peter Bogdanovich. Peter Bogdanovich a passé toute la journée chez lui, à Bel Air. Richard Dianda se demande alors si un associé véreux de Paul Snider aurait pu avoir un mobile pour les tuer. Paul Snider vient de Vancouver. Richard Dianda prend contact avec la police canadienne. Il n'avait pas de casier judiciaire, mais j'ai parlé avec des gens qui le connaissaient et il avait commis des délits. C'était un petit voyou canadien qui était dans tous les mauvais coups pour gagner quelques dollars. Il n'a pas beaucoup d'argent, mais Paul Snider aimerait bien se retrouver en haut de l'affiche. Il était très bling-bling. Il portait des jeans moulants, des cols en fourrure, des bagues et des colliers en or. Mais Paul n'a plus beaucoup d'argent. Il n'avait pas la carte verte, donc il ne pouvait pas travailler aux États-Unis. Avec les modestes revenus qu'elle reçoit de Playboy, Dorothy subvient à peine aux besoins de Paul. Pour mieux s'en sortir, le jeune homme se lie à des truands dangereux de Los Angeles. Paul Snider a toujours été un personnage douteux. Il fréquentait des gens peu recommandables. Paul est associé à Summon Steve Banerjee, un impitoyable propriétaire de boîte de nuit impliqué dans des affaires criminelles. Steve Banerjee était connu pour être un patron très violent. Steve Banerjee avait un casier judiciaire. Il fréquentait les pires individus. Ce n'était vraiment pas un tendre. Celui qui faisait de la concurrence à sa boîte de nuit risquait de voir brûler la sienne. Si un de ses associés ou de ses partenaires lui volait de l'argent, il risquait de mourir. Richard Dianda se demande donc si un contentieux professionnel n'aurait pas poussé Steve Banerjee à tuer Paul et Dorothy. Steve Banerjee est dangereux, mais il est propriétaire d'une boîte de nuit très populaire, Chippendales, qui propose un spectacle de striptease intégral pour les femmes. Il disait qu'il avait vu un spectacle de Chippendales et que ça lui avait donné l'envie d'en proposer un de luxe. Mais Paul Snider revendique la paternité de cette idée. Les danseurs de la boîte Chippendales portaient des manchettes blanches et un nœud papillon. L'idée a certainement surgi lors d'une séance de brainstorming entre Steve Banerjee et Paul Snider.
Paul m'a dit qu'il avait eu l'idée des stripteaseurs, mais qu'ensuite il s'était fait virer de cette affaire et que la boîte de nuit s'était montée sans lui. Paul Snider ne fait plus partie du projet, mais il agit en patron. Paul allait souvent aux Chippendales. Il jouait au roi de la jungle. Il faisait le malin, comme s'il était chez lui. T'es pas assez classe pour ma boîte. Ah ouais? Ouais, t'as compris. Le comportement sans gêne de Paul agace Steve Banerjee. Steve n'a jamais voulu partager avec personne le succès de son œuvre. Pour se faire pardonner, Paul Snider propose une nouvelle idée. Paul Snider ne manquait pas d'idées. Un concours de t-shirts mouillés, un concours de caleçons mouillés. Paul veut attirer une clientèle masculine aux Chippendales en proposant l'après-midi de la lutte féminine dans la boue. Le lundi, de la lutte dans la boue. Il assure à Steve Banerjee que ça va marcher. On peut essayer, c'est vrai? Je te promets, ça va être bien. C'est vrai, super. Mais l'idée de Paul ne rapporte finalement pas l'argent promis à Steve Banerjee. Je t'avais donné une chance, une seule. Attends, ça marche pas. Ça marche pas. La lutte féminine dans la boue n'a pas eu de succès du tout. Ça ne correspondait pas à l'image du Chippendales, qui était une boîte de luxe. Steve Banerjee a congédié Paul Snider. C'est fini? Ouais, c'est fini. S'il te plaît, Steve. C'est tout? C'est terminé. Laisse-moi parler. Rien n'indique que Steve Banerjee aurait souhaité la mort de Paul Snider. Mais Richard Dianda apprend que quand Steve Banerjee se fâche avec ses associés, ils peuvent être retrouvés morts. Un médecin qui avait investi avec Steve Banerjee dans un projet de parc d'attractions pour adultes à Los Angeles a été assassiné chez lui quelques années plus tard. Les enquêteurs se demandent donc si un conflit entre les deux hommes n'aurait pas pu pousser Steve Banerjee à tuer Paul Snider. Je veux que tu t'en ailles. Dégage. Ouais, va-t'en. Une hypothèse était que Steve Banerjee était impliqué dans ce meurtre. On est allé l'interroger aux Chippendales. L'homme a un alibi. Il a été vu dans sa boîte à l'heure de la mort de Paul et Dorothy. Mais il est riche et n'est pas du genre à se salir les mains. Il aurait pu engager quelqu'un pour tuer Paul, Dorothy devenant une victime collatérale. Ok, calmez-vous, tout le monde se calme. Qu'est-ce que vous faites là? On se calme. S'il vous plaît, arrêtez! Non! Les enquêteurs cherchent une preuve qui indiquerait que Steve Banerjee aurait engagé un tueur à gages. On recherche toujours des empreintes sur une scène de crime, des traces laissées par quelqu'un. Là, on n'a rien trouvé qui révélerait la présence d'une tierce personne. Pas la moindre preuve ne relie Steve Banerjee au double meurtre. Maintenant qu'ils ont écarté tous les suspects potentiels, Glenn Ackerman et Richard Dianda se tournent de nouveau vers Paul Snider. La playmate de l'année, Dorothy Stratton, a été retrouvée morte chez elle à Los Angeles. Richard Dianda et Glenn Ackerman sont en charge de l'enquête. Elle est retrouvée nue auprès de son mari, Paul Snider, qu'elle vient de quitter. Ils ont tous les deux reçu une balle dans la tête. Sur la scène de crime, rien ne permet d'identifier le tueur. Il n'y avait aucune preuve matérielle, en tout cas pas d'empreinte digitale. Elles avaient été effacées par le sang. Les enquêteurs ont déjà écarté 2 personnes de la liste des suspects. L'amant jaloux de Dorothy, Peter Bogdanovich, a un alibi en béton. On était sûr et certain qu'il n'était pas impliqué. Il ne faisait plus partie des suspects. L'associé véreux de Paul, Steve Banerjee, n'a pas de mobile pour tuer Paul Snider. Aucune preuve de sa présence ou de celle d'un de ses hommes de main sur la scène de crime n'a été faite. Aucune preuve matérielle ne nous a permis de dire que Steve Banerjee était impliqué. L'hypothèse selon laquelle Paul Snider aurait tué Dorothy puis se serait donné la mort revient donc sur le devant de la scène. Il la tue, puis se suicide. Les médias prétendent que Paul Snider n'a pas pu se suicider puisqu'il est tombé en avant sur le fusil. Mais Richard Dianda a une autre explication. On ne peut pas conclure que quelqu'un qui se tire une balle dans la tête va forcément tomber en arrière.
Il peut aussi tomber sur le côté, en avant. Il n'y a pas de règle. Comme Paul Snider n'a pas laissé de lettre de suicide, on peut penser que le meurtre et le suicide n'étaient pas prémédités et se sont produits dans le feu de l'action. Souvent, les personnes qui se suicident laissent une lettre d'explication. Là, on n'en a pas retrouvé. Notre hypothèse, c'est qu'il n'avait pas prémédité ce qui s'est passé. Les enquêteurs se demandent si un événement particulier a fait perdre son sang-froid à Paul Snider. On doit examiner tous les cas de figure. La jalousie est un élément clé dans un triangle amoureux. Patty Lorman, une amie du couple, déclare à Richard Dianda qu'après le tournage à New York, Dorothy passait souvent la nuit chez Peter Bogdanovich, à Bel Air. Paul aurait alors tout tenté pour sauver son mariage. Elle ne lui parlait plus. Lui, il voulait juste avoir une conversation à propos de la situation. Mais elle faisait tout pour l'éviter. Écoute, Paul est désespéré et un jour, il décide d'aller affronter sa femme chez Peter Bogdanovich. Ce soir-là, il a attendu, caché dans les buissons, le retour de Dorothy et Peter Bogdanovich. Mais le couple n'arrive pas. Ils sont partis quelques jours en Europe et Paul Snider n'est pas au courant. Paul Snider a découvert que Peter Bogdanovich avait emmené Dorothy en Europe et qu'elle lui avait donc menti. Quand ils sont allés en Europe, Paul a compris que ce n'était pas juste une passade. C'était du sérieux. Il a senti que Dorothy lui échappait. Il perdait le contrôle de sa star. Sans sa femme, Paul n'a plus aucun revenu. Tous les deux sont canadiens, mais seule Dorothy a le droit de travailler aux États-Unis. Il n'avait pas de carte verte. Il ne pouvait pas travailler légalement. Il dépensait donc l'argent de Dorothy sans compter, comme si c'était le sien. Mais elle a dû lui mettre le holà parce qu'il n'avait plus un sou. Ruiné et ne réussissant pas à joindre Dorothy, Paul va basculer dans l'illégalité. Il s'est rabaissé à se rendre dans une banque accompagné d'une femme blonde en la présentant comme sa femme pour retirer de l'argent. Il était tombé bien bas. Paul Snider était capable de tout. Quand il a pris conscience qu'il avait perdu Dorothy, il s'est tourné vers Patty Lorman. Il s'est dit « Dorothy est partie, je vais me servir d'elle ». Il a commencé à la préparer à devenir mannequin pour Playboy. Patty Lorman raconte aux enquêteurs que Paul n'avait plus qu'une seule solution pour s'en sortir. La transformer en nouvelle Dorothy. Elle est alors âgée de 17 ans. Il m'a envoyé à des castings de mannequins et il est devenu mon manager. Il voulait que je travaille pour Playboy et que je joue dans des films. Il voulait la présenter à Hugh Hefner, la montrer comme un trophée. Il pensait qu'on dirait « il l'a fait une fois, ça marchera une deuxième fois ». Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. bonjour. Bonjour, monsieur Snider. Paul se rend au manoir Playboy près de Beverly Hills. Il demande à voir Hugh Hefner. Monsieur Snider, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas entrer. J'ai parlé avec le service de sécurité du manoir et on m'a dit que Paul Snider n'y était pas le bienvenu. Ça a été un coup dur pour lui. Il était indésirable. Ça l'a rendu parano et furieux. Je vous donne 3 secondes, monsieur Snider. 3 secondes. 1, 2... C'est bon, c'est bon. Il s'est senti exclu du manoir Playboy, et c'était le cas. On ne voulait plus de lui. Il a pris conscience qu'il n'avait plus rien. Plus rien du tout. Il était fini. Il n'était plus rien. Indésirable. C'est là qu'il a pété les plombs. Allô? Il n'a plus rien à perdre. Alors, il supplie Dorothy de venir le voir une dernière fois avec de l'argent. Oui, allô, salut. Il est soulagé qu'elle accepte. Génial. Paul ignore que Dorothy a une idée derrière la tête.
J'imagine que Dorothy a accepté d'y aller pour le quitter. C'est fini, je te quitte. Voici un petit cadeau de départ, mais je vais demander le divorce. Paul avait besoin d'argent et elle avait pitié de lui. Donc elle a décidé d'aller au rendez-vous pour lui donner de l'argent. Elle lui avait apporté 1000 $. C'est ça qui a tout déclenché. Elle a compris que Paul était ruiné et qu'il n'allait pas percevoir la somme que quelqu'un lui devait. Tu es là? Richard Dianda et Glenn Ackerman sont sur le point de découvrir ce qui s'est passé dans la chambre et qui a provoqué la fin tragique de Dorothy Stratton. La police de Los Angeles a presque terminé son enquête sur un violent double meurtre. Dorothy Stratton, une playmate de l'année, a été retrouvée morte chez elle aux côtés de son mari, Paul Snider, dont elle vient de se séparer. C'est la fin des rêves de célébrité de la jeune femme de 20 ans. Dans sa ville natale de Vancouver, elle ne pouvait imaginer une vie plus riche et plus palpitante. Cette jolie jeune fille était passée de l'anonymat à Hollywood et c'est faste. Les policiers en charge de l'enquête pensent avoir affaire à un homicide-suicide. Ils doivent cependant encore assembler les pièces du puzzle. Au cours de notre enquête, on a pu écarter tous les suspects. Et il est devenu évident que Paul Snider avait tué sa femme. Mais pour confirmer sa culpabilité, les enquêteurs doivent trouver des preuves. Le fusil retrouvé sur la scène de crime est recouvert de sang. Aucune empreinte digitale ne relie Paul Snider à l'arme du crime. Mais la colocataire du couple, Patty Lorman, déclara à Richard Dianda et Glenn Ackerman que l'arme appartient à Paul Snider. Un jour, on avait organisé un barbecue à la maison. Et un de ses amis était venu avec une arme. Paul a dit qu'il en voulait une chez lui pour se protéger. Grâce à Patty, Richard Dianda suit la piste de l'arme et il trouve enfin la première preuve contre Paul Snider. Paul Snider a vu une publicité sur un prospectus pour un fusil et il en a acheté un quelques jours avant le drame. Les policiers savent donc désormais que Paul a acheté l'arme du crime et qu'il a un mobile pour s'en servir. On a finalement réussi à assembler toutes les pièces du puzzle et à comprendre ce qui s'était passé le jour de l'homicide-suicide de Dorothy et Paul. Paul? Tu es là? Le drame commence à l'arrivée de Dorothy dans la maison, où elle est venue voir Paul, à la demande de ce dernier. Elle est arrivée vers midi, peut-être juste avant midi. Paul Snider était seul dans la maison. Salut. Salut. J'ai ton argent dans mon sac. Elle lui avait apporté 1000 $. C'est ça qui a tout déclenché. Paul Snider était évincé de la vie de Dorothy. En gros, elle le virait en lui laissant un peu d'argent. Il s'est senti humilié. 1000 $. C'est ce que je vaux. Il faut qu'on parle. Richard Dianda et Glenn Ackerman pensent que la jeune femme lui avoue également qu'elle aime Peter Bogdanovich et qu'elle veut l'épouser. J'aime Peter. Et il m'aime aussi, ok? Paul Snider savait qu'il allait perdre la poule aux œufs d'or et se retrouver à la rue. Il était prêt à tout. Je pense que Paul n'était plus maître de lui à ce moment-là. Il ne voyait sans doute pas comment s'en sortir. Non, j'ai pas envie. Avant d'en finir, Paul s'en prend physiquement à Dorothy. Qu'est-ce que tu fais? Paul, qu'est-ce que... Déshabille-toi. S'il te plaît, fais pas ça. Déshabille-toi. Allez. Ok. D'accord. Allez, vite. Je pense que Paul Snider voulait la dominer
pour la dernière fois. Allez, Les preuves retrouvées dans la chambre démontrent l'extrême violence de la scène. Sur le fauteuil sexuel, il y avait du sparadrap. Elle avait visiblement été attachée. On a retrouvé des cheveux blonds semblables à ceux de Dorothy collés au sparadrap. Non, non. On a conclu qu'ils avaient eu des relations sexuelles sur le fauteuil, puis que Paul Snider l'avait détachée et qu'elle s'était assise sur le lit. Ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Oublions ce qui s'est passé. On peut oublier tout ça, s'il te plaît. Non, non, arrête. Les preuves matérielles amènent les enquêteurs à penser qu'après avoir tué Dorothy, Paul Snider a pris conscience de son geste. On a retrouvé les empreintes digitales de Paul sur Dorothy. Il a étalé du sang sur son corps. Il a dû l'enlacer en regrettant ce qu'il avait fait. Ensuite, il s'est tué. Il avait perdu tout espoir. Dorothy était partie et il avait raté sa vie professionnelle. Une autre playmate m'a appelé pour me raconter ce qui s'était passé. On s'est mis à pleurer. On avait du mal à y croire. J'étais triste d'avoir perdu 2 amis. J'ai mis du temps à m'en remettre. Bien sûr, ces 2 disparitions sont tristes. Et Dorothy avait une belle carrière devant elle. Dorothy a été inhumée dans le cimetière des célébrités à Los Angeles. Cette histoire, qui avait commencé comme un conte de fées, s'est terminée dans un bain de sang. Cette jolie jeune fille était passée de l'anonymat à Hollywood et ses fastes. Elle avait toute la vie devant elle, mais le destin en a décidé autrement. La mort de Dorothy Stratton est une tragédie. Richard Dianda se console en se disant qu'il a réussi à prouver que Paul Snider était le coupable. Quand on travaille sur une affaire de meurtre, on y passe des heures. On ne fait que ça. Mon métier est une véritable passion.